Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints dans cette salle de l'Aubette à Strasbourg et derrière vos écrans. Bienvenue, nous allons nous questionner pour cette dernière table ronde de la journée sur le coût de la santé. Peut-on encore soigner sans compter ? Pour modérer cette table ronde, nous allons tout de suite pouvoir passer la parole à Aurélien Benwalid, président du Forum. Merci. Quoi qu'il en coûte, vous vous souvenez ? Vous y avez cru ? Oui, alors c'est vrai que la question de l'État-providence pour le coût de la santé est quelque chose qui, en tant que soignant en tout cas, a tendance à nous parler beaucoup. Mais le fait est que de temps en temps, les contraintes, notamment budgétaires, se rappellent à nous. Le coût de la santé, peut-on encore soigner sans compter ? La question que nous posons aujourd'hui, celle de peut-on encore soigner sans compter, est à la fois simple dans sa formulation et vertigineuse dans ses implications. Parce que derrière le coût de la santé, il n'y a pas seulement des chiffres, des budgets, des tableaux Excel. Il y a une tension profonde, presque constitutive de nos sociétés, celle qui oppose l'intérêt individuel, recevoir le meilleur soin possible au bon moment, sans limite, et l'intérêt collectif, qui suppose de gérer des ressources nécessairement finies. Partout en Europe, nos systèmes de santé sont confrontés à une accumulation de pressions identifiées telles que le vieillissement démographique, l'explosion des maladies chroniques, les progrès technologiques spectaculaires mais souvent très coûteux, qu'il s'agisse des biothérapies, des thérapies géniques, du numérique, des progrès d'intelligence artificielle en santé. Autrement dit, nous savons aujourd'hui soigner mieux, plus longtemps, parfois même soigner des choses qu'on pensait impossibles, mais rarement à coût constant. La tentation serait alors de réduire cette question à une question purement économique. Ce serait probablement une erreur. Car décider de ce que l'on finance ou de ce qu'on ne finance plus, c'est décider implicitement de ce que nous jugeons prioritaire, acceptable et juste. C'est poser la question de l'équité entre patients, entre générations, entre territoires, parfois même entre pays différents. C'est interroger la solidarité qui fonde nos systèmes de protection sociale. Soigner sans compter, est-ce encore une promesse envisageable, crédible, comme on nous l'a dit ? Ou est-ce qu'il faudrait apprendre à soigner en comptant mieux, autrement, plus collectivement ? On nous a parlé il y a quelques jours de ce qui serait probablement aux États généraux de bioéthique sous le terme de sobriété en matière de santé ou de médecine. C'est une question qui arrive sur le devant de la scène et qui nous interroge, nous, au Forum européen de bioéthique. Cette table ronde n'a pas pour objectif de trancher de manière simpliste la question qui, bien évidemment, ne fera que susciter d'autres questions, mais c'est de croiser les regards, celui du soin, de l'organisation du système de santé, de l'analyse économique, car au fond, réfléchir au prix du soin, c'est réfléchir à la valeur que nos sociétés accordent à la vie, à la dignité et à la justice. C'est pour ça que nous avons réuni une table ronde pour en discuter ce soir. Je vais présenter très brièvement nos orateurs avant de leur passer successivement la parole. Nous commencerons avec Mathieu Lefebvre, qui est professeur d'économie à l'Université de Strasbourg, qui est également professeur associé à HEC Liège, me semble-t-il. Ensuite, je passerai la parole à Bertrand Guidé, qui est président du comité d'éthique de la Fédération hospitalière française, membre de l'Académie nationale de médecine, membre de la commission de certification des ES à la HAS et ancien chef de service en réanimation. Puis je donnerai la parole à Yannick Lucas, qui est directeur des relations internationales de la Mutualité française, vice-président de l'Association internationale de la Mutualité et membre du groupe d'experts de la Commission européenne sur l'économie sociale. Enfin, je laisserai la parole au docteur Manfred Zahorka, qui est médecin et qui est directeur des solutions de soins intégrés d'Optimedis. Et Optimedis, il vous en parlera probablement. Optimedis est un opérateur en charge de la transformation du système de santé local. Donc je vais tout d'abord donner la parole à Mathieu Lefebvre pour peut-être avoir des aspects économiques un peu plus généraux. Merci. Merci pour l'invitation. Alors c'est sûr que... Attendez, je sens que ça bouge. Pardon, je sens que je le perds. Ouais, voilà. On parle de coûts, donc on invite l'économiste,
pour vous dire en tout cas un mot là-dessus. Alors c'est vrai que vous le disiez, hein, je pense que on l'observe, les dépenses de santé, ou en tout cas les coûts liés à la santé n'ont fait qu'augmenter ces dernières décennies. Hein. En France, quand même, pour vous donner un ordre de grandeur, on parle de plus ou moins 12% du PIB que représentent ces dépenses de santé, donc c'est relativement important. C'est d'ailleurs un peu plus élevé que la moyenne dans l'Union européenne, qui est plutôt autour de 10%. Et puis, ces dépenses, elles sont importantes, mais ça ne veut pas dire qu'il y a du gaspillage, parce que je pense que c'est quelque chose qu'on va quand même discuter aussi, c'est de savoir, on parle de dépenses de santé, de coûts de la santé, mais ça ne veut pas dire qu'on gaspille non plus dans ce que l'on dépense, puisque, vous le disiez aussi dans votre introduction, hein, on sait qu'il y a des raisons un peu structurelles qui expliquent cette augmentation des dépenses de santé. Il y a bien sûr le progrès technologique, hein. On sait qu'au fil des années, on a mis en place des traitements de plus en plus innovants, technologiquement avancés et demandants, et on a pour certains parfois traitements innovants en France des coûts à l'année par patient qui sont entre 50 et 100 000 euros. Donc c'est quand même pas rien du tout. Accompagner à cela le vieillissement de la population, alors encore une fois, vieillir c'est très bien, je pense qu'on est tous très heureux d'avoir des espérances de vie qui sont de plus en plus longues, mais malheureusement, j'ai envie de dire, l'espérance de vie et son allongement ne s'accompagnent pas spécialement d'un allongement de la bonne santé, surtout en fin de vie. Et donc on a aussi une partie des dépenses de santé qui sont liées à cette part de plus en plus grande de personnes âgées dans nos sociétés qui demandent des soins d'encadrement, des soins d'accompagnement. Hein, je pense qu'un des problèmes majeurs dans les années à venir, c'est la perte d'autonomie des personnes âgées, dont il faudra aussi se soucier et prendre en compte. Hein, pour tout vous dire, on attend quand même en Europe, hein, de manière générale, les 65 ans et plus représentent 21% actuellement de la population. D'ici 2050, ils représenteront au moins 30%. Et puis, je pense qu'il y a un élément qui est essentiel et qui accompagne aussi l'évolution de nos modes de vie et qui va avec le progrès technologique aussi, c'est qu'en fait, la plupart des maladies chroniques qu'on connaît actuellement, elles étaient mortelles auparavant. C'est-à-dire qu'en fait, on ne meurt plus de toute une série de maladies, mais elles deviennent des maladies chroniques qui font accompagner et qui entraînent aussi des dépenses de santé. Et tout ça fait en fait que, oui, les soins de santé de manière générale représentent une part de plus en plus importante des ressources allouées à la fois publiquement, mais également d'un point de vue privé. D'accord ? Alors, moi, l'économiste, là-dessus, qu'est-ce que j'ai à dire finalement ? C'est de dire, comme toujours, on est face à une allocation de ressources, qu'est-ce qu'on peut faire des moyens que l'on a et comment est-ce qu'on peut les allouer le plus rationnellement possible d'un point de vue économique, bien sûr, mais aussi comment est-ce qu'on peut les allouer pour qu'elles soient les plus effectives dans ce qu'elles apportent de bien-être à la population. Et c'est pour ça que la question même de la table ronde, hein, qui était peut-on encore soigner sans considérer les coûts, grosso modo sans s'inquiéter de ce que ça coûte, mais j'ai envie de dire, en fait, ça a toujours été le cas. On s'est toujours inquiété du coût de la santé. La preuve en est, c'est que si on ne s'amuse pas, si on n'essaye pas en tout cas de compter correctement ce que l'on dépense et pourquoi on le dépense, en fait, automatiquement, on rationne aussi la santé. Vous le voyez dans les rationnements le manque de personnel que l'on a, dans le manque de lits d'hôpitaux. Tout ça, finalement, on a l'impression qu'on n'a pas compté, qu'on n'a pas regardé ce que coûtait la santé, mais on l'a fait d'une certaine façon implicitement. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, une chose qu'il ne faut pas faire, du point de vue que l'économiste pense qu'il ne faut pas faire, parce que si on ne compte pas, on laisse le système d'une certaine façon s'autoréguler, d'accord ? Et donc, sans le dire, on crée du rationnement, donc des inégalités, et donc un autre problème de file d'attente ou de choix à avoir. D'accord ? Donc c'est pour ça que ce que je voulais juste faire, hein, dans le temps qui m'a alloué, les 5 minutes qui sont allouées ici, c'est déjà faire un peu ce premier tableau de ce que représentent les dépenses de soins de santé, mais de dire que même si on a l'impression de ne pas compter, d'une certaine façon, on le fait parce qu'on est obligé de compter avec les moyens que l'on a, en fait. Et donc, ça, implicitement, le système se régule en créant du rationnement. D'accord ? Donc, quand on revient à la question du coût de la santé, j'ai l'impression que la question qu'on doit se poser n'est pas est-ce qu'il faut dépenser moins, mais plutôt est-ce qu'il faut dépenser mieux, hein ? C'est ce que les économistes font dans toutes les évaluations un peu médico-économiques, hein, c'est qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on doit orienter les ressources vers des soins
qui apporte le plus de bénéfices à la société, en termes de santé, de qualité de vie, de réduction de ces inégalités de santé aussi, parce que j'imagine que c'est quelque chose dont on va parler, c'est l'accès à la santé. Quoi qu'on le puisse croire, il n'est pas aussi universel qu'on le pense parfois dans des économies ou dans des pays comme la France. Et c'est là où on n'est pas toujours d'accord, en fait. C'est sur le choix d'orientation des dépenses, avec cette idée, on en discutait juste avant la table ronde, du choix social qui doit être fait, vers quoi est-ce qu'on veut orienter les dépenses, dans quel secteur, ou en tout cas vers quelle maladie ou vers quels soins elles sont les plus efficaces, et comment est-ce qu'on va mesurer cette efficacité, c'est une question aussi qu'on peut se poser, vers qui est-ce qu'elles sont les plus performantes. On a des arbitrages à mettre en place, on a des arbitrages à faire, et dans tous les systèmes de santé, on considère le système français, mais le système de nos voisins, ou même des systèmes plus ou moins éloignés, comme le système nord-américain, qui est souvent mis en évidence, comme étant très orthogonal, dira le statisticien ou le mathématicien, celui qu'on connaît en France, qu'un système basé sur des dépenses qui sont financées en gros par les assurances privées. On a effectivement cette réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on veut dépenser, vers quoi on veut dépenser, comment on veut organiser en gros le choix de ces dépenses, d'accord. Tout ça pour que l'économiste que je suis et mes collègues économistes de la santé à la fin puissent dire tiens, est-ce qu'on a satisfait à une certaine condition d'efficacité économique qui peut vous paraître un mot barbare, je sais que les non-économistes ont parfois peur quand on parle d'efficacité, mais qui est juste simplement de se dire est-ce qu'on a fait le meilleur choix d'allocation des ressources disponibles qui sont rares, on n'a pas le budget illimité qu'on voudrait pour mettre en place un financement de soins de santé qui se révèle être le meilleur pour assurer un bien-être commun, un bien-être en termes de santé, la meilleure santé moyenne, la meilleure espérance de vie que l'on puisse obtenir avec ces ressources-là. C'est de là dont je veux parler d'efficacité. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident à mesurer. L'économiste, il mesure. On est loin d'être capable de mesurer correctement, d'un point de vue global, la performance de nos dépenses de santé. On peut le faire à des niveaux très micro, comme évaluer un système médico-social ou une évaluation d'un traitement. On peut le faire, on peut évaluer la performance d'un hôpital dans l'utilisation de ses ressources, mais au niveau global, ça devient plus compliqué. Je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup. Merci. Vous évoquiez avant la question des personnes âgées dans l'augmentation aussi des coûts de la santé à venir. On a eu une table ronde ce matin ou cet après-midi, en début d'après-midi, sur les personnes âgées. Effectivement, vous êtes économiste, donc c'est pas vous qui étiez en charge de ces évaluations et de ces calculs, donc je vous pose la question de manière un peu générale, mais il y a des dépenses de santé qui sont attendues. Par exemple, notamment sur, je crois que c'était 340 000 lits d'EHPAD qui vont devoir être créés. Ce sont des dépenses qui ne vont pas arriver comme tomber du ciel de manière totalement impromptue. Comment ça se passe clairement? Parce que vous évaluez les choses, mais on a l'impression quand même, nous, en tant qu'utilisateurs, en tant que prescripteurs, que finalement, cette évaluation qui est faite longtemps en amont, elle n'est pas toujours préparée. Est-ce que c'est une question de mandat, c'est une question d'orientation politique? Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Alors, il y a deux niveaux. Je pense qu'effectivement, il y a des choix de politique publique qui doivent être faits, et qui, vis-à-vis des chiffres que l'on connaît, et qui effectivement n'ont pas toujours été faits, ou ne sont pas encore faits. Ça, c'est certain. Maintenant, il ne faut pas non plus dédouaner le privé. C'est-à-dire qu'en gros, les individus ont aussi leur choix à faire. Comment dire? On a une vision très paternaliste en santé et en protection sociale de manière générale. On s'attend à ce que l'État puisse prendre en charge toute une série de choses. Et c'est vrai que l'État est là pour ça. Et c'est pour ça qu'on a l'assurance publique. Mais on a tout un volet aussi privé qui n'est pas du tout réalisé. Par exemple, la dépendance, on s'est aperçu dans beaucoup d'études que la plupart des individus, la plupart des citoyens, ne prennent pas en compte ce risque de dépendance, de perte d'autonomie dans leur calcul en fait de cycle de vie. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a un énorme échec de l'assurance privée à la dépendance. Ça ne fonctionne pas. Des entreprises privées d'assurance ont essayé de lancer une assurance privée, plusieurs assurances privées à la dépendance, et ça ne fonctionne pas. La plupart des individus ne décident pas de s'assurer privativement contre ce risque, alors que c'est un risque important, comme le risque de santé de manière générale. Alors, ça veut dire que dans ce cas-là, l'État a un rôle à jouer.
Hein, il faut prendre le relais d'une façon très paternaliste. Maintenant, c'est compliqué parce qu'il faut dégager des ressources. Et puis, comme vous dites, il y a des mandats, il y a des gouvernements qui se succèdent, il y a des choix qui ne sont peut-être pas faits. Là, je ne suis pas du tout politologue, hein, donc je ne vais pas me lancer dans une évaluation de ces choix-là. Mais c'est sûr que si le privé ne suit pas, le public a sûrement un rôle à jouer. Alors pourquoi est-ce qu'il ne prend pas sa part ? Parce que, comme toujours, il y a des contraintes budgétaires, que c'est pas non plus, voilà, que c'est pas évident. Et puis il y a des agendas politiques. À quel moment est-ce que ça rentre ? À quel moment c'est pris ? Ça, j'avoue que c'est plus compliqué pour moi de le juger. Merci. Maintenant, je vais laisser la parole à Bertrand Guidé, président du comité d'éthique de la Fédération hospitalière de France. Alors merci, moi j'aime bien vos deux topos qui posent le diagnostic. Maintenant je vais vous proposer des pistes de traitement. Parce que je trouve que c'est quand même ça qu'il faut essayer de discuter ensemble. Donc piste, c'est P, et je vais vous proposer une liste de P qui pourraient être déclinées en pratique. Le premier P, c'est la prévention. Quand on regarde les dépenses de santé, en gros les préventions c'est 2%. Il y a quand même un certain nombre de données qui montrent que dans des pathologies chroniques, le diabète, l'insuffisance cardiaque, une bonne politique de prévention, mais qui va embarquer les associations, qui va embarquer les élus, etc., c'est extrêmement efficace. Ça réduit le nombre de passages aux urgences, ça réduit le nombre d'hospitalisations. Donc il faut promouvoir la prévention. Alors il y a la prévention primordiale, on va dire la prévention de réduction de l'exposome, mais il y a la prévention primaire, donc la promotion des vaccinations, la promotion secondaire, la prévention secondaire, par exemple, aller faire des campagnes de dépistage précoce d'un certain nombre de pathologies et c'est très coût efficace. Et puis la prévention tertiaire, après un infarctus du myocarde, il y a un certain nombre de traitements qu'il faut prendre et ça permet de réduire les complications post-infarctus. Donc il y a un premier volet qui est prévention. Il y a un deuxième volet qui est pertinence. Il faut absolument qu'on s'interroge sur la pertinence de ce que l'on fait. On fait un certain nombre d'examens complémentaires qui sont redondants, qui ne servent à rien, qui ne vont pas changer du tout l'attitude thérapeutique. On a mené par exemple un travail en réanimation sur la radiothorax au lit en réanimation. On a montré qu'on pouvait réduire de 35% les radiothorax sans changer absolument le pronostic des malades. Et donc on peut, et puis ça les irradie moins, et puis ça permet d'alléger le travail des départements d'imagerie médicale. Donc cette question de la pertinence, elle est majeure en chirurgie. Quand on fait des études d'une région à une autre région, et quand on ajuste sur le type de malade, certains actes chirurgicaux sont 3 fois plus représentés dans une région que dans une autre. Donc très clairement, il y a la surprescription de traitements chirurgicaux. Voilà, donc il y a une vraie réflexion à avoir sur la pertinence, avec des outils à mettre en œuvre sur la redondance des examens, maintenant les outils numériques qui permettront de repérer effectivement des examens complémentaires inutiles ou des prises en charge inutiles. Il y a un troisième P qui est vraiment le parcours, c'est-à-dire qu'il faut accompagner une personne, singulièrement avec des pathologies chroniques, pour optimiser les parcours, éviter les nouveaux passages aux urgences, éviter les nouvelles hospitalisations et éviter les effets secondaires des traitements. Il y a maintenant des infirmières de parcours. Moi, je suis réanimateur, on prend en charge des malades, mais il faut vraiment optimiser leur parcours hospitalier, leur parcours après l'hôpital. Vous avez investi énormément d'énergie pour sauver quelqu'un en réanimation, puis finalement, il y a une espèce de boîte noire derrière. Donc, il faut vraiment travailler les parcours. Il y a un autre élément qui, je pense, doit être soutenu, c'est une pédagogie grand public sur les coûts de la santé. En fait, il y a une méconnaissance totale de combien coûtent les traitements, les examens complémentaires. Vous allez dans une pharmacie, vous avez votre carte vitale, vous avez votre carte de mutuelle et personne ne dit combien je vous dois, rien. Et donc vous ne savez pas. Vous avez une ordonnance avec 5-6 lignes de traitement et vous ne savez pas combien ça coûte. Et donc c'est open bar, quoi. Voilà. Il n'y a aucune sensibilité. Et même parmi les professionnels de santé, nous, on a fait un travail dans le service où on a interrogé les médecins, les infirmières sur combien coûte un ionogramme, combien coûte une hémoculture, combien coûte un scanner. Les gens ne savent pas, même les professionnels de santé. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire pour qu'effectivement les gens se rendent compte que oui, ça a un coût. Voilà.
Et puis, il y a un autre P qui va être discuté, qui est la production. On parle de médicaments innovants. Il faut absolument que l'on soit capable de réinternaliser la production de certains médicaments en France et en Europe. Si on prend l'exemple des Carticel, c'est un traitement assez extraordinaire dans le domaine de l'hématologie. C'est 350 000 € le traitement. Il y a 2 grandes firmes qui produisent des Carticel. Il n'y a aucune firme française. En fait, on a en France 4 ou 5 centres académiques capables de produire des Carticel. Après, c'est le problème d'avoir un statut pharmaceutique pour pouvoir produire ces Carticel. Ils sont capables de le faire à Barcelone, 80 000 € à Barcelone. Nous, on paye 350 000 €. Donc, il y a plein d'autres exemples. Si on n'est pas capable de produire chez nous un certain nombre de thérapies innovantes, on parlait de biothérapie, on parlait de thérapie génique, on ne sera pas capable de les payer parce qu'effectivement, les big pharma, entre guillemets, pratiquent des tarifs qui sont pratiquement pas régulés. Donc voilà, donc pour me résumer, des pistes pour essayer de réduire les coûts, vraiment la promotion de la prévention, et c'est très coût efficace. Dans certains domaines, dans les P, la PMI actuellement, elle est sinistrée. Ça coûte rien, la PMI. Ça coûte rien. Vous pouvez voir environ 500 enfants en PMI pour un traitement à base de Carticel. Donc voilà, la médecine scolaire, elle est sinistrée. Un enfant adolescent qui est en difficulté de santé, difficulté pécuniaire, difficulté sexuelle, que sais-je, difficulté psychiatrique, il n'y a plus d'interlocuteur. Ça, c'est extrêmement probablement coût efficace. Donc vraiment, faire de la prévention, s'interroger sur la pertinence de ce que l'on fait, optimiser les parcours. Il y a la question de la personnalisation des traitements, et là, l'intelligence artificielle peut vraiment nous aider dans le cadre d'une médecine personnalisée, c'est-à-dire qu'il y a certains traitements qui vont être bien pour certains malades et pas pour d'autres malades, donc il faut personnaliser ces traitements, faire une pédagogie grand public, et puis réintroduire la production de médicaments en France et en Europe. Merci pour ces pistes de réflexion et d'amélioration. On sera probablement amené à en rediscuter. Je vais maintenant laisser la parole à Yannick Lucas, directeur des relations internationales de la Mutualité de France, de la Mutualité française, vice-président de l'Association internationale de la mutualité. Alors, je suis un peu désolé pour l'intérêt du débat, parce qu'en fait, on est tous d'accord. Donc, c'est vrai que ça fait des débats peut-être moins passionnants. Je vais revenir sur un certain nombre des points que j'avais prévu d'évoquer. Vous avez dit en introduction une phrase en disant « le meilleur soin possible sans limite ». Et je crois, c'est l'illustration que vous avez faite, le meilleur soin possible, c'est pas forcément le meilleur soin sans limite. Et il faut qu'on ait tous collectivement en tête que le meilleur soin possible, c'est pas forcément plus de soins, par exemple. Et ça, c'est un élément fondamental. Alors, ça a été dit également, soigner sans compter, on compte en permanence, on compte tout. On a une infinité de statistiques par établissement, par professionnel de santé, par patient. On a beaucoup d'éléments donnés. Par contre, ce qu'on ne fait pas, il faut s'en réjouir, c'est qu'on ne compte pas pour contraindre, on ne compte pas pour limiter. Et ça, évidemment, c'est cet aspect-là qui nous intéresse. Néanmoins, il ne faut pas l'exclure. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas l'exclure? Pour 2 raisons. Tout d'abord, et ça a déjà été dit, c'est pas parce qu'on dépense plus en matière de santé qu'on est en meilleure santé. Et je parle devant un économiste de la santé, et vous disiez tout à l'heure, c'est compliqué d'évaluer des systèmes de protection sociale. Je vais quand même donner 2 chiffres où là, on est à peu près sûr du truc. Les États-Unis et le Canada, donc 2 pays voisins, même environnement économique, même niveau de développement. L'espérance de vie au Canada est de 3 ans supérieure à celle des États-Unis. Les dépenses de santé par habitant sont inférieures à peu près de moitié. Donc ça veut dire qu'on a des marges de manœuvre, et ça veut dire que ce n'est pas forcément parce qu'on dépense plus qu'on est mieux soigné ou qu'on est en meilleure santé. Deuxième élément qui justifie sans doute
qu'il faut qu'on regarde et qu'on compte un peu, c'est les éléments que vous évoquiez, le coût des nouveaux traitements, et c'est vrai que là, il y a un vrai risque. On a, et vous l'avez dit aussi en matière économique, une particularité en matière des soins, c'est qu'on a une demande qui est quasiment illimitée. C'est très compliqué de savoir quel est le bon niveau de soins, et en tout cas du point de vue du patient. Et on a une offre qui est forcément limitée. Ce qui signifie que forcément, à un moment, il va y avoir une limitation de l'accès. Et toute la question, c'est de savoir comment. Qu'est-ce qui fait que l'accès aux soins va être limité? Alors, ça a été dit aussi, aujourd'hui, l'accès aux soins pour nous tous est limité. Pourquoi? Parce que le nombre d'IRM, le nombre de scanners, le nombre de lits d'hôpitaux, le nombre d'autorisations de pratiquer tout l'acte de chirurgie est limité. Et donc, forcément, ça crée une contrainte. Le danger, évidemment, c'est qu'à un moment, cette contrainte, cette limite, ne soit pas discutée, ne soit pas choisie, ne soit pas validée. Et on peut avoir un certain nombre de travers. Alors, les travers, on les connaît. La première, c'est la limitation géographique. En fonction de l'endroit où vous habitez, vous avez plus ou moins accès à un médecin, plus ou moins accès à des spécialistes, plus ou moins accès à des traitements. Et c'est une situation qu'on commence à connaître dans un certain nombre de régions de France de manière extrêmement aiguë. C'est le risque, évidemment, de l'accessibilité financière. Et là, toute la problématique qui m'intéresse évidemment particulièrement de comment on finance le système de soins, c'est-à-dire comment la dépense globale est répartie dans l'ensemble de la société, on pourra y revenir. Et puis aussi des éléments, on va dire, d'accessibilité sociale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on accompagne certaines personnes qui ont des difficultés d'accéder aux soins. Il y a une étude très intéressante qui est parue il y a quelques semaines sur l'évolution de la mortalité depuis la crise du Covid en Europe, et ils sont intéressés par sous-région. Et ce qui est tout à fait intéressant de voir, c'est que les sous-régions où la mortalité, l'espérance de vie, a le plus augmenté, ce n'est absolument pas corrélé à l'offre de soins. C'est-à-dire qu'on voit des corrélations assez claires sur des certain nombre d'éléments sociaux, chômage, pauvreté, etc. Par contre, sur l'offre de soins, il n'y en a pas. Donc, on a un élément d'attention, évidemment, qui est ça. Alors, à partir de là, et vous évoquez la pertinence des soins, et je ne vous fais pas injure en tant que membre de l'Académie de médecine de citer un des rapports tout récents sur la sobriété dans le soin, un rapport absolument remarquable de l'Académie de médecine qui rappelle que la sobriété, c'est aussi une vertu de manière médicale, là aussi sous le contrôle d'un médecin. Parfois, prendre moins de médicaments, c'est mieux que d'en prendre plus. Donc, il faut être attention à ça. Et c'est là où la réflexion éthique est fondamentale. C'est-à-dire comment est-ce qu'on réfléchit, on décide de quel est le bon niveau de soins. Est-ce que ça se fait par des mécanismes du marché qu'on évoquait tout à l'heure? Est-ce que ça se fait par le hasard géographique? Ou est-ce que ça se fait par un débat éthique, démocratique, où collectivement l'ensemble de la population est associé et permet de décider, de tracer des pistes? Alors, juste pour conclure un exemple qui a ses limites, mais qui a l'intérêt d'une participation démocratique à une réflexion de ce type, c'est le système qui existe en Grande-Bretagne, où quand on évalue les traitements, on met en regard ce qu'ils appellent les QALY, c'est-à-dire l'espérance de vie de qualité, c'est-à-dire une année de vie de qualité. On quantifie ce que doit pouvoir coûter l'augmentation d'une espérance de vie de qualité, et on compare par rapport au coût du soin. Alors, et à partir de là, ça donne une orientation, et tout l'intérêt évidemment du débat, c'est que c'est absolument pas un algorithme, c'est absolument pas mathématique, mais c'est un élément du débat, et surtout ce qui est fondamental, c'est que c'est un débat démocratique, c'est-à-dire où l'ensemble de la population est appelé à participer, à discuter, à donner son avis, et c'est ça, je crois, sur lequel il faut qu'on arrive dans les années qui viennent en France, à construire les mécanismes qui permettent, par rapport à ces contraintes qui arrivent, comment est-ce qu'on arrive à les résoudre?
Vous évoquiez le cas des États-Unis versus le Canada, où il y avait effectivement une espérance de vie supérieure au Canada pour moins de dépenses de santé. Est-ce qu'on a une idée de ces déterminants, ou alors est-ce que c'est juste que le Big Mac est plus dangereux que la poutine? Est-ce qu'on a des idées un peu plus précises de ce qui peut se jouer? Parce que ça pourrait être intéressant de pouvoir s'en inspirer. C'est relativement simple, finalement, aux États-Unis. Tout le monde gagne beaucoup d'argent dans le système et donc personne n'a intérêt à ce que le système soit régulé. Les employeurs sont très contents de ce système où ce sont les grandes entreprises qui payent une assurance santé. Pourquoi? Parce que ça leur permet d'attirer les meilleurs ouvriers ou employés. Il fut un temps, c'est moins fort aujourd'hui, mais pendant très longtemps, les syndicats étaient favorables à ce système d'assurance privée non régulée parce que c'était pour eux un moyen de contrôler l'accès aux entreprises qu'ils appellent syndiquées, c'est-à-dire où l'adhésion au syndicat était obligatoire. Les professionnels de santé, les établissements hospitaliers ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait aucune régulation parce que, excusez-moi, je suis peut-être un peu long, le vrai prix du soin d'un point de vue économique, si je vous vends une baguette de pain demain matin 50 €, vous n'allez pas l'acheter. Vous allez vous dire, 50 € une baguette de pain, j'en veux pas. On l'évoquait tout à l'heure, si je vous dis j'ai un médicament qui va prolonger votre vie de 10 ans et ça vaut 500 000 €, quand bien même le coût de fabrication de ce médicament c'est 5 €, il est possible que vous l'achetiez. Et ça c'est le vrai risque, et c'est ce qui explique que si on laisse le mécanisme se développer sans aucun contrôle, on augmente les prix, on a toujours des clients. Je me rappelle, c'était votre confrère, le professeur Debré, qui disait, il consultait la Pitié-Salpêtrière en urologie, il disait, j'ai des patients qui viennent des pays du Golfe, ils viennent en Boeing 747, ils viennent avec 200 personnes, ils louent la moitié de l'hôtel Crillon, et vous croyez que je vais leur faire payer 30 francs la consultation? Et il a raison, sauf qu'on voit bien qu'avec ce système, voilà. Donc on est dans un système où tout le monde a intérêt à ce que ce soit pas régulé, c'est pas régulé, et comme c'est pas régulé, la régulation se fait par l'argent, et donc il y a une très grande inégalité, et c'est pas parce que les plus modestes n'ont pas accès aux soins et que les très riches ont beaucoup de soins que l'espérance de vie de l'ensemble de la population va augmenter, bien au contraire. On le sait très bien, au-delà d'un certain niveau de dépenses de santé, l'espérance de vie n'augmente plus. Malheureusement, la santé ne s'achète pas aussi facilement. Merci. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et juste pour ajouter un élément justement vis-à-vis de cet écart qu'il y a entre dépenses et rendement, avec l'espérance de vie qui serait si différente au Canada, aux États-Unis, mais on pourrait faire la même chose avec l'Europe, c'est que, comme vous le disiez, effectivement, ça crée de grosses inégalités de santé avec une partie de la population qui arrive à se soigner très cher, mais une grande partie de la population qui n'arrive pas du tout à se soigner, et c'est là que ça se répercute dans cette différentielle d'espérance de santé. Et il y a un élément en termes de dépenses de santé qui est aussi très important, qui a été montré. Il y a pas mal de travaux d'économistes américaines, Olivia Mitchell et son équipe, qui montraient que aux États-Unis, de par la libéralisation de ce marché qui est très privé, une grande partie des dépenses de santé étaient en fait des dépenses de fonctionnement, de dépenses administratives du système, parce qu'en gros, on essaye de faire beaucoup de pubs déjà dans les différentes compagnies d'assurance privée pour attirer le chaland, pour avoir des consommateurs qui viennent s'assurer chez elles. Donc une grande partie du budget de cette assurance santé privée était liée à cela, mais également une grande partie était dédiée au screening des malades. C'est-à-dire qu'on va payer très cher pour ceux qu'on va payer, mais on va aussi dépenser beaucoup d'argent pour éviter de payer pour certains. Des montants énormes, vraiment de ciblage et de ce qu'on appelle le screening, donc de répartition des différents malades, des différents patients potentiels pour éviter de payer pour. Juste pour ajouter ça aussi dans ces éléments de différentiel. Alors pourquoi ça dépense tellement aux États-Unis pour un si faible rendement, en fait, des gains en santé qui sont très faibles? Informations. Donc, il y a une perte d'espérance de vie de 2 ans aux États-Unis, ce qui ne s'était jamais vu. Donc, il y a un effet Covid, un effet fentanyl, etc. Il y a vraiment des inégalités d'accès aux soins considérables aux États-Unis. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vu des choses absolument effroyables.
Et puis le troisième élément, c'est qu'il faut se rappeler que les problèmes de santé, les coûts de santé, c'est la première cause de banqueroute familiale aux États-Unis. C'est-à-dire les gens ne peuvent pas payer. Et alors, sur l'espérance de vie, il y a un autre élément, c'est la mortalité maternelle et infantile, qui est extrêmement élevée, avec des populations qui sortent complètement du système. Merci. Je vais maintenant laisser la parole à Manfred Zahorka, qui a été gentil de nous attendre pendant qu'il y avait cette discussion. Il aura peut-être des éléments de réponse aussi. Merci d'être venu jusqu'à nous. On vous laisse parler. Oui, je crois. Le point de départ, c'est vraiment clair. Il y a une limite de ressources. Les ressources sont limitées, c'est pas facile de les augmenter. Il faut regarder vraiment de l'utilisation de ces ressources d'une manière efficace. Il faut regarder comment on peut éviter certains développements qui augmentent ces ressources, qui augmentent les dépenses. Mais on se trouve quand même dans une situation bizarre, à mon avis. D'un côté, on a un énorme développement technologique. Et avec l'intelligence artificielle, ça va encore augmenter. Il y a aujourd'hui les chercheurs qui nous disent dans 10-15 ans, personne ne va mourir du cancer parce que la majorité des cancers va être traitable, donc ça va devenir une maladie chronique. D'autre côté, on a une augmentation des maladies chroniques parce qu'on a un vieillissement de population, ce qui a un aspect positif. L'expectation de vie a augmenté pendant les 30 ans passés. Ça s'arrête un peu en ce moment-là, donc l'accès, disons, la manière que l'expectation de vie augmente se ralentit un peu. On a dans beaucoup des pays, on a le sentiment que l'investissement dans la santé n'amène pas vraiment vers une augmentation de cette expectation de vie et peut-être pas d'une meilleure santé. Disons, les innovations, d'un côté, c'est bien que ça existe, mais ça coûte cher, parce que, disons, tout ce qui est nouveau, ça coûte relativement cher, jusqu'au moment que ça devient la routine. Au niveau de développement pharmaceutique, c'est la même chose. Mais de l'autre côté, disons, quand on regarde un peu au niveau populationnel, la plus grande cause de la mortalité, c'est les maladies chroniques, qui sont des maladies qu'on ne peut pas guérir. Donc c'est une condition qui continue pour le moment qu'on a, ça continue pour le reste de la vie. Donc il faut gérer cette situation. Quand on regarde un peu la manière que la médecine s'est développée jusqu'à aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt quelque chose qui produit des soins, mais pas nécessairement la santé. Donc, quand on se base, par exemple, sur la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, la santé, c'est beaucoup plus que l'absence de la maladie. Donc, c'est plus complexe. En tant que médecin, aujourd'hui, on s'occupe de la maladie. On gère la maladie. Mais pour vraiment gérer la maladie chronique, il faut plutôt essayer de gérer la santé et de s'orienter vers une meilleure santé de la population. Maintenant, quand on regarde les maladies chroniques, il y a plusieurs facteurs qui sont à la source de ce développement. Naturellement, les facteurs génétiques, il y a des facteurs comportementaux, il y a peut-être un manque d'opportunité de faire des exercices physiques ou quelque chose comme ça. Donc il y a plusieurs acteurs là-dedans, autres que les médecins, qui influencent la prévalence de ces maladies ou le développement de ces maladies. Donc il y a certainement les soins, il y a la littératie en santé de la personne pour pouvoir se comporter d'une manière préventive, si on veut. Il y a peut-être la commune dans laquelle l'individu vit pour donner les opportunités pour vraiment mener une vie positive qui réduit le risque pour la maladie chronique. Donc il y a plusieurs facteurs. Notre manière qu'on exerce la médecine pour le moment se focus sur l'aspect médical.
Donc, ce que je veux dire est que peut-être il faut réfléchir sur une autre manière d'exercer la médecine. Donc, plutôt en tant qu'un modèle ou un outil pour produire la santé. Et ça, c'est un exercice pluriprofessionnel. C'est pas seulement la tâche du médecin, c'est pas seulement un problème de soins, comme je disais. Il y a plein de facteurs qui influencent cette situation. Donc, il faut une collaboration, il faut une réseau d'acteurs, si on veut, et la participation naturellement du citoyen, la participation de la communauté et toute, disons, disons, la condition sous laquelle l'individu vit. Quand je regarde en Allemagne, les données en Allemagne, on avait analysé les données d'assurance il y a 2 ans à peu près. On trouve que pour une personne, la moitié de la population avec l'âge 60 a au moins 3 maladies chroniques. Et à l'âge de 75, c'est 3/4 de la population qui souffre au moins de 3 maladies chroniques. Donc, l'idéal sera si on pourrait pousser cette morbidité vers un âge plus élevé. Donc l'idéal peut-être juste avant que la mort, juste avant du décès, une demi-heure avant le décès, ça serait idéal. Hein. Donc comment on peut le faire? Un aspect, c'est vraiment mobiliser, disons, la volonté des individus, peut-être à travers d'augmenter l'aspect de littératie, commençons déjà à l'école par exemple, et de continuer sur tout groupe d'âge pour vraiment informer l'individu, le citoyen, comment lui, il peut idéalement se comporter pour éviter ou pour réduire pratiquement cette risque. D'autre côté, disons, vous avez en France déjà aujourd'hui, par exemple, les contrats locaux de santé, donc ça veut dire que la communauté a déjà la possibilité d'investir dans la santé des citoyens. On a discuté des parcours en tant que organiser la collaboration entre les différents acteurs. Je crois, parcours dans le sens médical, c'est toujours un parcours médicalisé. On parle de la collaboration entre le rôle de l'hôpital, le spécialiste, la santé primaire, mais il faut définir le parcours plus large. Le parcours, ça doit inclure les éléments de prévention, si c'est primaire, mais secondaire aussi, l'accompagnement du malade qui est important, dans tous les stages de sa maladie chronique pour, disons, améliorer sa qualité de vie. Il y avait une petite étude qui a été faite ici dans l'année 2020 avec le titre « La santé, ça vous parle ?» Il y avait une parole qui m'a particulièrement impressionné. Une personne avait dit que la santé, c'est ce qu'on a besoin si on peut participer à la vie sociale. Et ça, je trouve c'est énormément important. La priorité, c'est vraiment pas, disons, la santé en soi, c'est la vie sociale. Comment, disons, la santé influence la vie sociale, comment les soins peuvent améliorer pratiquement la participation à cette vie sociale et la qualité de vie de la personne. Donc c'est avec ça que je veux clôturer. Merci. Je crois qu'on peut vous applaudir, effectivement. Alors oui, quand on n'est pas économiste, en tout cas, on a tendance à penser que les coûts de santé, effectivement, il y a l'augmentation des dépenses d'un côté, il y a les baisses de dépenses de l'autre pour essayer de trouver un équilibre, donc 2 leviers sur lesquels on peut agir. On en a parlé un petit peu plus tôt, il y a certains éléments qui sont quand même connus à l'avance. Par exemple, on sait que, quoi qu'il arrive, il va y avoir une augmentation des dépenses de santé. On a parlé des personnes âgées, mais je crois que c'est encore
très peu à côté de l'augmentation des prix, notamment des biothérapies, qui sont en train d'arriver sur le marché et dont on sait que ça va augmenter substantiellement les dépenses de santé, et on peut même le chiffrer, j'ai pas les chiffres en tête. Je voudrais, si vous êtes d'accord, vous proposer de vous faire réagir à un petit cas clinique, une petite mise en situation, puisqu'on est quand même au Forum européen de bioéthique. Et donc, nous étions entre midi et 2 avec Maud et Vincent Logel, qui est le chef de service de pédiatrie. Et il nous a parlé d'une situation que j'aimerais vous soumettre, et puis que vous puissiez chacun me dire un petit peu quel est votre ressenti. Vous verrez, ça vous intéressera probablement, et vous le connaissez peut-être. Il y a une maladie génétique neuromusculaire qui s'appelle l'amyotrophie spinale. Certains la connaissent aussi par le Téléthon. Hein. Moi, quand j'étais enfant, je pense qu'une de mes vocations de neurologue est arrivée avec le 36-37 et les émissions du vendredi, du samedi soir, une fois par an. Eh bien, cette amyotrophie spinale, il y a désormais, donc c'est une maladie neuromusculaire, génétique, rare, mais qui est tristement et malheureusement létale avant l'âge de 1 ou 2 ans habituellement. Alors, il existe plusieurs formes. Eh bien, désormais, il existe un médicament qui est un médicament qui s'administre en une injection intraveineuse, et cette injection coûte 2 millions d'euros. Alors pourquoi ce prix ? A priori, le prix a été fixé par le laboratoire parce que c'est le prix de la vie. Puisque quiconque est atteint d'amyotrophie spinale est amené à être condamné avant l'âge de 2 ans et peut être amené à vivre une vie complète et normale ou quasi normale si on lui administre une injection intraveineuse de ce médicament. La France a pour l'instant décidé de ne pas limiter l'utilisation de ce médicament. Moi, je pense que c'est une information qui est intéressante. Ça montre aussi une politique de santé, et en tant que médecin, je ne peux que m'en féliciter, mais je vais quand même vous soumettre une situation qui m'a été rapportée par le chef de service de Strasbourg. Il y a désormais des gens qui arrivent d'Europe de l'Est, qui passent par la Grèce, qui font un test génétique et qui arrivent sur le parking de l'hôpital de Haute-Pierre, le CHU, et qui demandent une injection du médicament. Le plus régulièrement, donc dans ces cas-là, nous médecins, nous sommes un peu dépassés par ces situations-là. Nous ne sommes pas ni économistes, ni juristes, ni quoi que ce soit. Eh bien, on appelle un référent, et ce référent, la politique, et c'est une chance en France, est la suivante. Eh bien, s'il y a un danger de mort, eh bien, on doit, sur le territoire français, prendre en charge le patient. Donc, et en fait, il y a davantage de personnes qui arrivent par le biais du parking de l'hôpital de Haute-Pierre que par le biais du dépistage qui se fait régulièrement et de manière systématique en France. Donc voilà, j'aimerais simplement, parce que là on parle effectivement de bioéthique, on parle de coût de la santé, souvent on a l'impression que ce sont des choses qui vont arriver dans le futur. Là on a les 2 pieds dedans, si je veux dire. Évidemment, vous ne pourrez pas sortir de la salle sans qu'on ait une réponse et un consensus absolu. Non, mais j'aimerais seulement, en apportant un petit peu de légèreté sur des sujets qui sont quand même vraiment graves, vous simplement savoir un peu qu'est-ce que vous pensez de cette situation, qu'est-ce que vous pouvez en dire chacun de votre point de vue. Je sais que c'est un peu complexe, mais si vous êtes prêt à relever le challenge d'au moins en discuter, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Donc il y a la question de l'accès à c'est une thérapie génique, le traitement contre l'atrophie spinale infantile. Si on regarde le nombre de cas en France, c'est quelques centaines, donc c'est relativement peu, et c'est effectivement 2 millions d'euros le traitement. Ça s'adresse à des enfants donc extrêmement jeunes qui ont une vie devant eux. C'est un traitement unique, et effectivement, quand on modélise le coût en termes d'années de vie sauvées en qualité de vie, c'est coût efficace. Donc globalement, dans le cadre de l'atrophie spinale, le traitement par thérapie génique, même si ça coûte 2 millions d'euros, est coût efficace. Le problème, c'est qu'il y a plein d'autres thérapies géniques dans d'autres situations. L'hémophilie A, c'est 2,8 millions le traitement, ça marche, ça vous guérit de l'hémophilie A. C'est 7000 patients à peu près en France, l'hémophilie A. Donc, en dehors du problème de migrants qui viennent se faire soigner en France, il y a une question sur où va-t-on mettre le curseur sur l'accès à ces thérapies innovantes. Alors, si on s'adresse à des gens extrêmement jeunes
qui vont être guéris grâce à cette thérapie génique et qui vont effectivement ne pas fréquenter les hôpitaux, ne pas avoir besoin de transfusion, ne pas avoir besoin de kiné, ne pas avoir besoin de... quelque part, on s'y retrouve. Dans le cadre de l'hémophilie, il a été montré que l'ensemble, sur une vie entière, l'ensemble des prises en charge, c'est 7 millions d'euros à peu près. Hein. Donc on voit bien, 2,8 millions, 7 millions d'euros, c'est probablement coût efficace. Voilà. Où ça va être très compliqué, après j'arrive à votre question, mais quand même il y a les préalables. Où ça va être compliqué, vous savez qu'il y a des traitements actuellement qui sont en cours de développement sur les démences de type Alzheimer. Là on ne parle pas de 300 ou de 6000 malades, on parle de 2 millions de malades potentiels candidats en France. Donc là on change d'échelle complètement. Hein. Donc là on ne va pas faire l'économie de savoir comment on va... permettre l'accès au traitement. Et là, ça renvoie effectivement à un concept d'éthique qu'il faut rappeler, qui est la justice distributive. C'est ce que je dépense dans un domaine, je ne peux pas le dépenser dans un autre domaine, je suis obligé de prioriser mes actions. Sur le domaine de la prise en charge des malades étrangers, on a fait un webinaire avec le comité d'éthique sur le sujet. Ça peut concerner plein d'autres pathologies, hein, des hémopathies malignes, des demandes de greffe d'organes, enfin, etc. C'est le problème des filières mafieuses. C'est les filières mafieuses. Et elles sont connues. Hein. Et donc, effectivement, ça n'est pas possible. Ce n'est pas possible. En tant que médecin, quand vous êtes confronté au problème, ben vous faites ce que vous pouvez. Moi, j'en ai discuté avec des collègues hématologues pédiatres à Robert Debré, ils reçoivent. Il y a une filière qui est organisée de pauvres enfants qui ont une leucémie, qui ne peuvent pas être soignés dans leur pays. Ils se retrouvent à Robert Debré, l'enfant est là, ils le soignent, l'enfant. Donc, il y a un vrai problème, là, vraiment en amont. Il faut couper ces filières mafieuses, parce qu'ils se font payer, les gens, parce que les gens ne découvrent pas le parking de Haute-Pierre. Hein. Ils sont informés qu'effectivement, en allant là, ils vont pouvoir avoir accès au traitement. Donc, encore une fois, c'est une approche globale, sociétale, versus donc, se protéger, voilà, versus en tant que praticien, quand vous êtes confronté à cette situation, eh bien, vous traitez les malades. Oui. Je voulais rebondir un peu sur ce que vous disiez. Je suis totalement d'accord, bien sûr, avec la première et la deuxième partie. Je vais revenir sur les deux. Il y a un élément, en tout cas, qu'il faut aussi prendre en compte lorsqu'on essaie d'évaluer ces thérapies qui coûtent peut-être 2 millions d'euros. Alors, vous parliez que ça permettra de sauver un jeune qui va vivre une vie, qui va travailler, etc. Mais il n'y a pas que la personne qui est soignée qu'on soigne d'une certaine façon. C'est qu'il y a tout l'entourage. Il ne faut pas oublier que perdre un enfant jeune, ça a un impact sur toute la famille. Qui va avoir aussi un impact sur, je vais parler comme un économiste, mais sur la capacité contributive de cette famille à la production, à la création de richesses tout au long du reste de leur vie. On parlait d'Alzheimer, là il y en a beaucoup, mais pensez à tous les aidants. Tous les aidants, vous savez, c'est difficile d'avoir un Alzheimer dans sa famille et de devoir s'en occuper. Il faut réduire son travail, il faut souvent subir des coups psychologiques, mais également de santé physique énormes. Hein. Il y a assez d'études sur les aidants, ce qu'on appelle les aidants informels, c'est-à-dire en gros la famille proche qui s'occupera des personnes en perte d'autonomie, en dépendance ou en Alzheimer, qui sont impactés. Donc tout ça, ce sont aussi des bénéfices qu'il faut pouvoir prendre en compte si on peut les éviter, en fait, ces coûts. Ça, c'est ce que je voulais dire. Enfin, sur le côté des migrants, ou en tout cas de ces filières qui amènent des malades pour se faire soigner en France, ou ça arrive dans d'autres pays, moi je suis totalement d'accord, si la personne est là, on la soigne. D'une certaine façon, c'est un choix qui a été fait et qui me semble raisonnable, c'est un choix social. Alors bien sûr, il faut lutter contre les filières mafieuses qui organisent le transport de ces malades chez nous. Mais si vous prenez le problème d'une autre façon, hein, d'un autre point de vue, est-ce que c'est pas aussi, d'une certaine façon, ça fait partie de notre contribution nationale à l'extérieur? On a assez de programmes d'aide au développement, on a choisi d'aider d'autres pays. Eh ben, c'est une façon aussi d'aider ces autres pays lorsqu'on accueille leurs malades chez nous et qu'on les soigne. Je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, mais en tout cas actuellement c'est un choix que la France a fait.
On dépense des milliards d'euros pour aller aussi aider le développement et la mise en place d'hôpitaux, de formations dans toute une série d'autres pays étrangers. Finalement, quand ils arrivent chez nous, si on les soigne, ça fait partie de ça. Par contre, là où il y a un vrai problème, c'est quand ce n'est pas justement le choix de la France et que c'est une filière mafieuse qui amène ces malades. Alors que si on décidait d'avoir des programmes d'accueil, alors ce serait un choix plus, pas raisonné, mais en tout cas un choix qui résulterait d'une politique délibérée. Bertrand Guidé, vous vouliez Oui, réagir. le comité d'éthique de la FHF s'est prononcé sur la question de l'aide médicale d'État. Vous savez, ce dispositif qui permet de prendre en charge des personnes qui ont séjourné au moins 3 mois en France. Et l'analyse que l'on a fait, c'est que supprimer l'aide médicale d'État, qui est proposée par certains partis politiques, serait vraiment une erreur, serait une erreur de santé publique, serait une erreur humaine et éthique. Voilà. Alors après, c'est l'effet appel d'air. Donc effectivement, il faut quand même qu'il y ait des garde-fous. Mais si les gens malades qui sont sur le territoire, je ne parle pas des politiques migratoires, mais les gens sont là. Les gens sont là, viennent aux urgences, ils ont une tuberculose, ils crachent des bacilles tuberculeux. Évidemment que vous allez les soigner. Évidemment, même s'ils sont en situation irrégulière. Il y a 2 biais dans le cas que vous présentez. Le premier, c'est le sujet du migrant. Et moi, je refuse de rentrer dans ce débat. Alors, même aux États-Unis, avec tous les défauts du monde, la situation qu'on évoque du parking, le patient est soigné. Toujours. Donc, et ensuite, l'hôpital se débrouille, et comme ils sont malins, et alors, ce qu'on n'a peut-être pas en tête, c'est que la quasi-totalité des hôpitaux aux États-Unis sont des hôpitaux à but non lucratif. Et qu'est-ce qui se passe quand on a soigné un patient? On va essayer de récupérer de l'argent, y compris en demandant à la famille de vendre sa maison. La moitié des faillites personnelles aux États-Unis sont pour raison de santé. Et puis quand à la fin, il n'y a rien à vendre, on ne peut pas, on va passer ça en soins pro bono, c'est-à-dire on va déclarer que c'est un soin gratuit qu'on a donné par charité, et on va pouvoir faire une déduction fiscale. Donc, ils savent toujours s'y retrouver. Mais le fait est que, même dans ce système-là, qui est le plus inégalitaire qu'on connaisse, dans ce cas-là, le patient sera soigné. Donc, de grâce, on ne va pas, nous, se poser des questions qu'on ne doit pas se poser. Je crois qu'il y a le serment d'Hippocrate qui dit qu'il faut soigner. Après, que le ministère de l'Intérieur ait une politique migratoire, que la police fasse son travail, très bien, mais surtout pas le médecin, surtout pas aux médecins à avoir ce sujet. Donc ça, je m'y refuse. Deuxième élément, le deuxième biais, qui est toujours gênant, c'est le fait de l'enfant. Quand vous voulez... j'ai été directeur d'une grande association qui faisait beaucoup appel à la générosité du public. Quand on faisait des appels aux dons, on mettait que des photos d'enfants. Alors que la maladie dont on est censé s'occuper, à 95%, c'est des personnes de plus de 70 ans. Pourquoi? Parce qu'on sait que les gens sont plus sensibles à l'enfant. Et j'ai envie de dire, la question que vous posez se vaut avec la même force, quel que soit l'âge de la personne, avec des limites, le médecin pourrait y revenir. Et j'ai presque envie de dire, dans ce cas-là, la réponse à votre question est facile. 2,6 millions pour un enfant, c'est pas cher. En 2025, on a 90 patients en France qui sont traités avec un traitement à vie à plus d'1 million d'euros par an. Voilà. C'est en 2025 et il y en aura plus dans le futur parce qu'il y aura plus de médicaments chers et parce qu'il y aura sans doute plus de patients. Donc voilà, on a le sujet, c'est comment est-ce qu'on décide si oui ou non ça vaut. Aujourd'hui, il y a un certain nombre, vous évoquiez Alzheimer, il y a un certain nombre de traitements contre la maladie d'Alzheimer qui ne sont pas pris en charge en France. Et je crois que ça fait consensus dans la communauté scientifique, alors que dans d'autres pays, ils sont pris en charge. Pourquoi? Parce que dans un pays non régulé, vous mettez le médicament sur le marché, et celui qui peut l'acheter, il l'achète. Et là, on a des dérives. Donc la question pour moi, c'est pas le prix, c'est qui et comment on décide on prend en charge. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça doit être une réflexion démocratique, c'est-à-dire où l'ensemble de la population doit être associée, et une réflexion éthique, et surtout pas une réflexion économique. L'économie vient pour éclairer, vient pour expliquer, mais surtout pas pour décider.
Oui, parce que ce que je disais, c'est un choix social, hein, au final. Bien sûr qu'on a besoin quand même de prendre en compte les coûts et bénéfices. C'est pour ça que j'essaie aussi de montrer les autres bénéfices qui vont au-delà de la personne soignée. Mais je suis d'accord avec vous, on est vraiment dans une question de choix social. Qu'est-ce que on décide collectivement de ce qu'on pense être juste ou désirable ou profitable, hein, sans pour parler d'économie, mais pour notre société, pour notre population. Entièrement d'accord avec ce que vous dites. Je crois pour le médecin qui doit traiter l'enfant, c'est une situation relativement claire, c'est éthique de le traiter. Le médecin n'a pas le temps vraiment de réfléchir sur des conditions politiques ou le cadre immigration ou non qui cause l'enfant d'être chez lui. Mais la situation de traitement, c'est clair, à mon avis. Le reste, c'est à clarifier par la politique, à mon avis. Oui, juste un mot pour compléter ce que vous disiez sur l'aide médicale d'État. Les chiffres sont connus. La consommation moyenne d'une personne couverte par l'aide médicale d'État est inférieure à la consommation moyenne, non pas des Français, c'était le cas, mais des personnes les plus modestes en France, c'est-à-dire celles qui sont couvertes notamment par la CMU. Donc voilà, l'effet appel d'air reste limité et on est dans une situation qui est celle que vous évoquez on a un patient, on doit le traiter, traitons-le. L'aide médicale d'État, c'est 400 000 personnes, c'est 1,2 milliard. Voilà. C'est beaucoup, mais en même temps, en termes de prise en charge, je pense que c'est absolument nécessaire. Non, le problème, les économistes connaissent ça bien, c'est la perspective. C'est avec quel point de vue on aborde ces questions. Est-ce que c'est un point de vue sociétal? Est-ce que c'est un point de vue individuel? Est-ce que c'est un point de vue hospitalier, etc. Donc effectivement, ça, il faut l'intégrer dans les coûts et dans les bénéfices attendus d'intervention. Le gros problème, c'est les traitements long cours. C'est des traitements qui vont effectivement transformer des maladies autrefois létales en maladies chroniques avec des traitements qu'il va falloir poursuivre pendant des années et des années. Voilà. Il y a un traitement de la mucoviscidose qui marche, c'est extraordinaire. Hein. Moi, je discute avec des collègues pneumologues pédiatres, ils me disent c'est extraordinaire, quoi. Les malades sont vraiment transformés. Mais c'est un traitement à vie. C'est vraiment un traitement qui guérit. Non, qui ne guérit pas, qui suspend la maladie, c'est-à-dire que sous traitement, effectivement, les malades sont stabilisés, n'ont plus de manifestation. Mais si vous arrêtez le traitement, ça repart, évidemment. C'est le problème des analogues de GLP-1 là, pour vous savez, l'obésité chez les diabétiques. Où on met la barre, quoi. Hein. Le chiffre d'affaires de ces traitements de Novo Nordisk au Danemark, c'est supérieur au budget du Danemark. Quand même, hein. Il y a un dernier élément sur lequel on n'est pas revenu dans votre cas pratique, et pour moi, la vraie indécence est là. C'est la manière dont le laboratoire pharmaceutique explique comment il a calculé ces 2,6 millions d'euros. C'est ça qui est scandaleux. C'est-à-dire qu'on peut accepter qu'un laboratoire pharmaceutique nous dise « j'ai des coûts de recherche, j'ai des coûts de fabrication, j'ai des coûts de commercialisation, j'ai des actionnaires à rémunérer, très bien ». Et on parlait de l'Association internationale de la mutualité, on participe à un projet financé par l'Union européenne et européen sur quel est le vrai coût du médicament, c'est-à-dire quel est l'outil qu'on doit utiliser. C'est un outil qui est utilisé par exemple par la Lituanie. La Lituanie a un système un peu particulier. Il y a un monopole d'achat de l'État pour les médicaments. C'est-à-dire tous les médicaments qui rentrent en mutualité sont achetés par l'État. Et l'État a un logiciel qui permet de calculer le prix pour négocier. Et donc, évidemment, là où ça devient indécent, c'est le prix. C'est comme si on allait offrir, je reviens à mon exemple tout à l'heure, à des gens qui sont en train de mourir de faim une baguette de pain, et qu'on leur dit la baguette de pain, elle vaut 2,6 millions d'euros, parce que sinon vous allez mourir. Donc ça ne peut pas être ça. Et c'est là le risque et le danger. Si tous les médicaments qui arrivent, on considère que le prix c'est uniquement tout ce que ça a permis ou le fait que... Non, ça ne peut pas être ça.
on est dans une logique où le prix du médicament, ça doit être le prix de la recherche, de la fabrication, de la commercialisation, et pas plus. En tout cas, je vous remercie d'avoir éclairci ces points de bioéthique. Oui. Non, mais alors je voulais rebondir justement sur ce que vous disiez et ce que vous aviez dit aussi avant, c'est qu'en fait, finalement, est-ce qu'on ne devrait pas plus financer aussi la recherche médicale publique ? Parce que c'est ça aussi la question, c'est que si ce sont les sociétés privées qui sont les seules à être assez avancées dans la recherche médicale et qui produisent des médicaments sur lesquels elles veulent faire du profit, elles veulent rentabiliser leur recherche et leur développement, et en plus faire des profits pour leurs actionnaires, sans vouloir crier à l'anticapitalisme. Mais si on a la recherche publique qui peut faire le même travail, ce sera sûrement moins cher, en tout cas au final, ça sera propriété publique, et donc le traitement pourra être, lui, vendu, parce que finalement c'est ce qu'on fait, on vend un traitement à un prix totalement différent. Alors je sais qu'en tant qu'universitaire, vous savez que pour l'instant on crie beaucoup à l'absence, ou en tout cas au manque de financement de la recherche en France, mais c'est une question qui est totalement associée à ce qu'on disait, et ça revient à ce que vous disiez aussi, d'être capable de produire chez nous, de produire nous-mêmes des médicaments, parce qu'on a financé la recherche publique pour y arriver. Voilà, je voulais juste rajouter ça. Pardon, c'était mon petit cri du cœur. Oui. Alors il y a un autre sujet qui est très compliqué, qui est des demandes déraisonnables. Donc moi je suis médecin réanimateur, j'ai parfois des familles qui demandent à ce que des personnes de leur famille soient admises en réanimation alors que nous pensons qu'il n'y a pas de bénéfice à attendre de la réanimation, que c'est déraisonnable. Ou alors en cours de séjour, il y a maintenant ce qu'on appelle des référés liberté, des familles qui demandent la poursuite de traitement de réanimation alors même que l'équipe a un consensus pour dire qu'il faut arrêter les traitements. Et donc, il y a plusieurs histoires là, récentes avec des prolongations de réanimation de 3 mois, de manière déraisonnable, qui s'est finalement soldée par un décès. Mais ça sera un cas extrême. Mais globalement, les gens ne sont pas comptables de ce qu'ils demandent. Je demande la poursuite de traitement. Ça va occuper un lit de réanimation pendant 3 mois, et c'est la collectivité qui paye. Moi, je pense qu'il y a un vrai problème, quand même. À un moment donné, alors ça fait un peu le pendant de propos, on va dire, généreux que je pouvais avoir avant, mais en même temps, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. C'est pas acceptable. On doit se défendre. Et l'autre point, c'est que la poursuite de traitement contre la vie de l'équipe soignante a un impact extrêmement négatif sur le moral de l'équipe soignante. Moi, j'ai interrogé des infirmières qui étaient obligées de poursuivre des soins qu'elles jugeaient non éthiques, et elles le vivaient extrêmement mal. Donc il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'aspect personnel. Oui, et vous indiquiez qu'il fallait que ça s'arrête, le choix de finalement réanimer au-delà de ce que qui décide, en fait, puisque l'équipe de réanimateurs dit il faut s'arrêter, la famille ne le souhaite pas, et après c'est référé liberté, donc c'est les juges. Oui. Donc il faut arrêter, mais ça pose la question aussi de le juge est-il compétent pour déterminer s'il faut continuer les soins ou non. Mais à partir de... c'est un peu compliqué, mais normalement il y a des experts, les experts sont normalement compétents, la décision, je veux dire, il peut y avoir des procédures d'appel derrière, il y a toute la question des directives anticipées, de l'opposabilité des directives anticipées, même quand les directives anticipées sont clairement inadaptées. Normalement c'est prévu par la loi Claes-Leonetti que ces directives anticipées peuvent ne pas être considérées par les médecins quand ils les considèrent inadaptées. Mais c'est compliqué, parce qu'effectivement, d'abord, il peut y avoir des directives anticipées falsifiées, et deuxièmement, ces directives anticipées peuvent être inadaptées. Vous avez un malade qui dit « je veux la vie éternelle, je l'ai écrit ». Que faites-vous ? Alors, juste avant de passer la parole au public, j'avais peut-être juste une dernière question qui sera un petit peu plus raccord aussi avec l'actualité. On sait que l'hôpital ne va pas bien, les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants sont mécontents. On a vu les médecins en France libéraux qui étaient mécontents aussi. Alors ma question, c'est la suivante. Dans un système qui est contraint financièrement jusqu'à
jusqu'où est-il acceptable ou éthiquement acceptable de faire passer la régulation des coûts sur les soignants eux-mêmes? Je suis un peu obligé de poser la question en tant que médecin. Non, mais si vous dites à un hématologue, vous pouvez donner 50 carticelles et pas plus, c'est lui qui va faire effectivement une sélection des malades. Si c'est open bar. Je ne parlais pas forcément du choix des médecins sur. Il y a des indications qui sont voilà. On en arrive aussi à une discussion sur l'allocation des ressources qu'on a eu initialement. C'est qu'en gros, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le, enfin, comment dire? Est-ce que l'état actuel de notre système de santé est celui que l'on veut avoir, étant donné les ressources qu'on y met? Si c'est le cas et qu'on suppose qu'il fonctionne bien et qu'il n'y a pas d'amélioration à y faire, alors on fait avec. A priori, ça ne fonctionne pas bien. La preuve, c'est que les praticiens sont dans la rue, qu'ils soient médecins ou infirmiers. C'est qu'ils se plaignent justement du fonctionnement même du système. Est-ce que nous, on en est content de ce que eux nous apportent? Apparemment oui, parce qu'on est plutôt en bonne santé, mais non quand on voit qu'ils ont l'air d'avoir des difficultés à exercer leur emploi. Mais ça revient encore à cette question de choix collectif. Qu'est-ce que l'on veut? Enfin, il me semble, hein, qu'est-ce que l'on veut et qui on veut? Vous n'avez pas l'air d'accord? Ah oui, pardon. Oui. C'est un choix collectif, quoi. Oui. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on le veut comme ça? Moi, j'ai encore une question, et je trouve que c'est une question bioéthique qu'on se pose, en tout cas en tant que soigné, assez régulièrement en ce moment. On a eu une table ronde sur la prévention, vous l'avez évoqué également dans votre intervention. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une société où on ne remboursera plus les soins de ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour pas tomber malade? Parce que dans la prévention, bien sûr que c'est bien, il faut y injecter de l'argent, et on n'en injecte probablement pas assez, mais la question qu'on se pose au bout de cette injonction de prévention, c'est ça. Alors les Anglais font beaucoup ça avec le NICE, hein, et avec leur système de couverture du NHS. Effectivement, quelque part, ils pénalisent des personnes dont les comportements vont générer de la pathologie. C'est extrêmement compliqué à manipuler, quoi, hein. Parce que ça peut être aussi le jeune qui fait du parapente, je veux dire, il a pris un risque et donc on ne va pas le couvrir, et donc la solidarité nationale ne va pas le couvrir. C'est effectivement extrêmement compliqué. On peut imaginer effectivement, après un accident cardiovasculaire, la personne qui continue à fumer, eh bien, on ne va plus la prendre en charge parce qu'on sait que ça va contribuer au risque de récidive. Extrêmement difficile à manier, hein. Pour répondre à cette question précise, parce que nous on a eu l'occasion à la fois de réfléchir et de donner notre avis, nous on y est formellement opposés. Pourquoi? Parce que quand, là aussi il y a l'approche économique et l'approche sociale ou sociétale, c'est une double peine. Les personnes qui fument, les personnes qui boivent un peu trop, socialement, elles ne sont pas réparties également dans la société. Et voilà. Et on sait très bien qu'on a un certain nombre de facteurs de risque qui sont pas liés uniquement à une volonté individuelle. Certes, le fait de fumer ou pas fumer, c'est une volonté individuelle. Ceci dit, si on regarde la société dans son ensemble, le pourcentage des personnes qui fument, peu ou prou, si on s'intéresse aux étudiants à la tranche d'âge 18-24 ans, c'est également réparti dans la société. C'est-à-dire que vous avez autant d'élèves de lycée professionnel que d'étudiants à l'université qui fument. Et puis très vite, ça va beaucoup changer. C'est-à-dire, dans les classes sociales les plus élevées, on va avoir une chute brutale de la consommation de tabac qu'on ne va pas voir dans les... Donc, certes, c'est un élément individuel, mais on voit bien combien c'est lié aussi à d'autres éléments. Alors, est-ce qu'on va rajouter en plus à ces personnes qui ont eu des difficultés sociales, qui en partie sont la responsabilité collective de la société si on est dans cette situation-là? Je vais faire un dessin sur l'augmentation des inégalités. Enfin, vous pourrez laisser parole à l'économiste, je pense qu'il aurait beaucoup à dire. Donc, si on est dans ce contexte-là, pour nous, c'est une double peine. C'est-à-dire que des gens qui ont eu des difficultés dans leur vie, et en plus, on va leur dire, mais dans ce cas-là, on ne vous soigne pas. Je crois que les exemples que vous faites au bail,
C'est sur des éléments de greffe, par exemple, ils posent comme condition à une greffe, par exemple, des poumons, du fait d'arrêter de fumer, etc. Là, on est dans des cas où on peut comprendre l'élément, mais surtout pas le passé. Ensuite, que sur l'avenir, on dit attention, il y a des éléments qui doivent être pris en compte, c'est une chose, mais sur le passé, surtout pas. On n'est pas responsable de son passé, malheureusement. Il y a un concept qui est intéressant qui s'appelle l'universalisme proportionné. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction des personnes, il va falloir investir plus de temps, plus d'argent, parce que c'est plus compliqué. Et donc, c'est même pas une approche égalitaire, c'est une approche qui doit être plus pour certaines personnes en situation de difficulté. C'est une question d'équité, et là, ça dépend vraiment où est-ce qu'on commence, où on s'arrête. Hein. Est-ce qu'il faut augmenter les primes d'assurance pour quelqu'un qui fume ou qui, je sais pas, qui a une prédisposition génétique ou quelque chose comme ça? Je me rappelle un exemple qui est un peu bizarre. J'ai vécu aux États-Unis dans les années 90, et puis un ami de moi, le père d'un ami de moi, avait un contrat avec une assurance qui l'obligeait de boire au moins une verre de vin rouge par jour, parce qu'en ce moment-là, le verre de vin rouge était promoteur de la santé, et donc s'il n'avait pas fait, son prime était augmentée, et là je trouve que c'est vraiment bizarre. Hein. Donc, je vous remercie. On va passer la parole à la salle. Bonjour, merci pour cet éclairage que vous apportez sur la problématique du coût de la santé, parce que c'est effectivement essentiel. Moi, je voudrais faire juste une remarque. Je suis rhumatologue. Les biothérapies ont transformé la vie de mes patients qui ont des polyarthrites rhumatoïdes, qui étaient depuis des personnes qui étaient handicapées, qui n'étaient pas capables de travailler, qui avaient des arrêts, etc. Et maintenant, tout va bien pour eux. Et donc, on peut se dire, pour la mucoviscidose, c'est un peu pareil. La vie des parents d'enfants atteints de mucoviscidose, c'était juste un calvaire. Donc, bravo les traitements de la mucoviscidose. Donc ça, c'est la première remarque. Et la deuxième, je voudrais dire au docteur Zahorka combien je suis sensible à sa démarche et à sa façon d'envisager les choses, parce qu'effectivement, en France, on est très en deçà en matière de prévention. Nous courons indéfiniment après la maladie. Et on sait bien que la santé, ça n'est pas la maladie. La vie en bonne santé, la vie qui vous permet d'avoir une vie sociale. Et ça commence très tôt, ça commence à l'école, ça commence par l'absence de publicité pour l'alcool qui sont délivrés à côté des écoles, ça commence, voilà. Et je pense qu'en France, le bon soin au bon moment, c'est aussi pas forcément le docteur, c'est aussi une infirmière de pratique avancée, c'est une infirmière azalée qui va vous expliquer ce que c'est que votre maladie cardiovasculaire. Ceux qui ont le mieux compris cette problématique-là sont les cancérologues. Une dame qui a un cancer du sein, 70 ans, on la met sur un vélo. On lui recommande d'aller marcher à la montagne. Voilà, moi, c'est les remarques que je voulais faire. Merci beaucoup. Je vais faire un tout petit commentaire sur les traitements anti-TNF. En gros, il y a deux grands traitements. Maintenant, il y a des biosimilaires. Et donc, les gens confondent souvent générique et biosimilaire. En gros, les biosimilaires d'anti-TNF, c'est un tiers du coût des traitements initiaux, vous le savez, sauf qu'il faut l'autorisation des malades pour pouvoir utiliser le biosimilaire plutôt que le traitement initial. Et c'est intéressant parce que selon les centres, vous arrivez à passer au biosimilaire dans 95-98%, et si c'est pas bien présenté, c'est moins que ça. Et donc là aussi, il y a un problème de responsabilité, c'est-à-dire que ça coûte beaucoup moins cher les biosimilaires. Oui. C'est bon. Oui, juste pour dire que c'est ce type de médicament dans toutes les spécialités. Hein. Moi, je suis neurologue, ça a bouleversé la prise en charge de la sclérose en plaques aussi. Donc, c'est vraiment les traitements d'avenir et qui sont très, très efficaces. Tout d'abord, vous dire merci parce que cette table ronde était extrêmement intéressante. Je suis chirurgien digestif, je suis universitaire et j'ai beaucoup apprécié les explications de M. Guidé avec ses P
on retient bien. La prévention, vous avez 1000 fois raison. Est-ce qu'il faut pénaliser les gens qui ne font pas de prévention? Je suis en grande partie d'accord avec vous, mais pas entièrement. En Suisse, quand on se soigne pas les dents, on les lave pas régulièrement, on va payer très cher le dentiste. Ma fille en Suisse, elle est pédiatre. Toute la famille se lave les dents beaucoup plus que mon fils avec ses enfants. C'est assez simple. Vous roulez vite en Suisse, vous payez très cher. Et vous signalez votre salaire lorsque vous faites un excès de grande vitesse, vous payez très très cher. En clair, la prévention, je pense que vous avez raison, on peut faire de grands progrès. La pertinence, là, vous avez raison aussi. Je suis chirurgien, vous avez dit qu'il y a des chirurgiens qui font de la surexpression de leur talent. Vous avez 1000 fois raison. Concernant la pédagogie, là aussi, c'est évident. Je reprends l'exemple de la Suisse. Quand vous êtes hospitalisé, mon petit-fils était hospitalisé pour une hernie, je sais que ça coûte 2000 francs suisses. Quand moi j'opère une hernie, où j'ai presque toujours en public, c'est 200 € avec une salle qui comporte 6 personnes, ça coûte rien. Les Français ont un système de santé extraordinaire, ils ne s'en rendent pas compte. Le système est entièrement paternaliste, mais ma question, elle se termine là. Je pense que vous l'avez dit à un moment, c'est un problème de débat public, c'est un problème politique. C'est un problème politique où il faut se poser plein d'autres questions. Est-ce que notre système, avec ses ARS, avec ses directeurs d'hôpitaux qui ont plein pouvoir, avec ces zones sinistrées où on n'oblige pas les médecins à s'installer, est-elle favorable à la suite? C'est tout. Alors, qui veut se... Non, mais on est dans un système il y a une triangulation. Hein. Il y a le malade qui demande un certain nombre de soins, il y a le prestataire, le soignant, et puis il y a le payeur. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a relativement peu de contrôle dans cette triangulation. Et on voit bien que dans un certain nombre de situations, ça va être obligatoire de s'y atteler. Voilà. Mais comment? C'est la question. C'est parce que je suis d'accord avec vous, mais pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la... Parce que beaucoup y réfléchissent. Hein. Je vous donne un exemple. Enfin, il y a plein d'exemples. Il est préconisé de faire 3 échographies pendant la grossesse. Combien d'échographies en moyenne sont réalisées pendant une grossesse en France? 6. Et ça peut monter à 12. Eh ben, on pourrait dire les 3 premières sont prises en charge par la collectivité, par la sécurité sociale. Les 3 autres, sauf situation particulière, bien sûr. Les 3 autres, si vous voulez, c'est des échographies de confort, vous les payez de votre poche. Mais on en arrive à ce que vous disiez de la responsabilisation aussi du patient, en fait, là-dessus, et du praticien. Oui. Bonjour, merci pour vos présentations. Je suis ici. J'aimerais parler formation. Beaucoup d'intervenants cette semaine ont parlé de déserts médicaux, ont parlé de santé mentale chez les jeunes, ont parlé de situations de handicap, de vieillissement. Et un des sujets qui est revenu presque systématiquement, c'est le manque de temps et surtout le manque de présence, un manque de personnel dans beaucoup de strates du milieu de la santé, notamment chez les médecins. Je me demande justement si une des raisons pour laquelle plus de médecins ne sont pas formés éventuellement pour couvrir les déserts médicaux est d'ordre économique. Si oui, laquelle? Et est-ce que quelque chose peut être fait à ce niveau-là d'un point de vue économique? Oui, alors j'ai pas de réponse, hein, pour être franc avec vous, puisque comme vous parlez du point de vue économique, j'essaie de prendre la parole. Il y a un déficit de formation apparent. Je pense qu'effectivement, on manque de médecins en France, c'est pas nouveau, on en parle assez, ils en font plein de reportages à la télévision et on nous montre tous les médecins étrangers qui viennent s'installer en France. J'avoue que je ne me suis jamais intéressé à la question et je ne sais pas tellement si vous avez plus d'idées, vous, là-dessus. Est-ce que c'est parce qu'en fait, on met un numerus clausus qui est trop fort, c'est-à-dire qu'on limite trop l'accès? Est-ce que c'est aussi un déficit de vocation? Moi, je sais qu'en tout cas, pour avoir lu des choses sur les jeunes médecins, vous parlez des déserts médicaux, on a quand même un nombre important de jeunes médecins qui refusent d'aller s'installer dans les déserts médicaux parce que c'est pas le choix de vie qu'ils ont fait et qu'une fois qu'ils ont obtenu leur formation, ils ont, il me semble, la liberté pour l'instant de faire le choix de vie qui leur convient. Je sais pas, peut-être si les médecins ont en dire plus là-dessus, mais
Il y a eu un rapport de l'Académie de médecine. Tous les rapports sont accessibles sur le site de l'Académie de médecine sur les déserts médicaux et sur ce qu'on peut préconiser. Bon, c'est sûr que le numerus clausus, il y a 25 ans, on formait en gros 3500 étudiants par an. On est à plus de 10 000 maintenant. Mais le problème, c'est qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Mais moi, je crois vraiment que le problème n'est pas au nombre de médecins. Le problème, c'est la répartition, c'est les tâches des médecins. Il faut développer des compétences soignantes non médecins, non médicales. Les infirmières de pratique avancée, par exemple, c'est développé dans un certain nombre de domaines, en gériatrie, en cancérologie, aux urgences, des pathologies chroniques. L'intelligence artificielle va modifier profondément la relation soigné-soignant. On a rédigé un avis avec le comité d'éthique de la FHF là-dessus, si ça vous intéresse. On peut imaginer que ça va libérer du temps soignant. Mais donc, pour répondre à votre question, je pense vraiment que ce n'est pas un problème quantitatif. On a assez de médecins en France. C'est de la répartition, alors c'est vraiment ça. C'est la distribution des médecins dans le territoire. Et c'est de la mission. Et en particulier, on parlait de santé, la différence entre soins et santé. Je pense qu'il faut absolument qu'on consacre beaucoup plus de temps à la santé. Et là, pour le coup, les médecins peuvent être des vecteurs de messages de santé. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Alors moi j'aimerais revenir sur un point que vous parliez quand vous avez répondu à la question dans votre intervention en disant, vous dites qu'on compte tout mais on ne peut pas compter pour contraindre. Moi j'ai une question parce que je comprends cette logique dans le terme du pilotage, mais dans mon travail au sein du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, moi je vois qu'il y a des limites à ce comptage. Parce qu'on parle beaucoup d'innovation aujourd'hui, là. Dans les dépenses, on a parlé de tout ce qui se passe pour les personnes âgées, les personnes handicapées, mais je pense qu'il y a également un sujet sur les personnes en situation de précarité. Par exemple, je vais prendre 2 rapides exemples. J'ai une mère qu'on a interrogée dans le cadre de l'avis sur la complémentaire santé solidaire, qui est une mère de famille monoparentale avec sa fille, qui est en situation d'allocation de longue durée parce qu'elle a une maladie chronique, elle ne peut pas travailler, et elle a dû subir un renoncement de soins pour un médicament à 17,50 € pour la toux de sa fille. Situation qui a mené à l'hospitalisation de sa fille et 4 passages aux urgences pour une pneumonie et un pneumothorax. Ensuite, j'ai un autre cas. C'est un patient qui était en double situation d'ALD parce qu'il a plusieurs maladies chroniques. Et lui, chaque mois, il a des dépenses de santé qui ne sont pas couvertes par son ALD parce que des soins ont été déremboursés en passant dans les listes de traitements pour traitement de confort. Et donc, il se retrouve avec des coûts qui sont importants alors qu'il ne peut pas travailler non plus. Donc, avec ça et aussi tout ce qui est doublement de franchise parfois qui était annoncé dans les budgets ou l'augmentation du prix des mutuelles qui sont en croissance depuis des années, quand on voit ces personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté qui est de 60% du revenu médian de 1 288 € par mois, est-ce que lorsqu'on voit cela, peut-on soigner sans compter? Est-ce qu'on peut vraiment parler de soigner sans compter quand on parle d'une population qui est contrainte de compter chaque euro pour accéder aux soins? Et concrètement, quel mécanisme de solidarité actionné pour ces arbitrages impossibles n'existe plus? Alors c'est une vraie question. On a quand même la chance en France d'avoir le dispositif des PASS, des permanences d'accès aux soins de santé, et c'est remarquable. La première PASS française a été créée à l'hôpital Saint-Antoine où j'étais par Jacques Lebas, qui était président de Médecins du Monde à l'époque, et il faisait le constat qu'effectivement il y avait des problèmes d'accès aux soins pour les plus démunis. Et d'ailleurs, on a vu pendant la période Covid, pendant la PASS a fermé pendant 3 mois, et on a vu les malades revenir au bout de 3 mois avec des plaies chroniques qui n'étaient pas pris en charge parce qu'il n'y avait plus ce PASS. Donc on a quand même ce dispositif. Dans les PASS, il y a des traducteurs, dans les PASS, il y a des infirmières qui peuvent faire des pansements, il y a des assistantes sociales qui peuvent aider à constituer des dossiers sociaux pour avoir une couverture maladie, pour avoir un revenu. Mais oui, il y a des situations résiduelles qui sont compliquées. Même en France. Alors évidemment, quand on voyage un peu dans le monde, on n'est quand même pas si mal en France.
Après, c'est difficile de pouvoir parler de cas qu'on n'a pas expertisés, hein, évidemment. Hein. Normalement, généralement, l'accès aux soins est quand même et les médicaments sont la plupart du temps. Enfin, moi, je vois aussi beaucoup de patients et qui sont en AME, CMU, etc. La plupart du temps, pour les médicaments, en tout cas, effectivement, dans la LD, et ceux qui sont pas dans la LD, il faut voir de quels médicaments il s'agit. Bonjour. Deux questions très différentes. La première sur la place de l'intelligence artificielle dans l'avenir. Est-ce que les économistes pensent que ça va faire des économies de santé, ou est-ce qu'au niveau médical, on peut avoir crainte d'un certain degré de surdiagnostic avec des thérapies inappropriées, des gens plus anxieux, donc plus malades? Donc comment on va gérer ce problème-là? Deuxième question, beaucoup plus pratico-pratique, c'est je ne connais pas bien les systèmes de santé européens. Est-ce que ces fameuses filières où les gens viennent se soigner en France, est-ce que dans les autres pays européens, les réactions étaient les mêmes que celles que nous avons eues, auxquelles j'adhère tout à fait? Alors sur l'IA en tout cas, alors encore une fois on n'a pas encore beaucoup de recul. Maintenant ce qui semble, ce qui apparaît prometteur, c'est que l'IA va être un vrai outil d'aide à la fois au diagnostic, à la prise de décision et à la décision du traitement, avec peut-être des problèmes, ça c'est sûr et certain, si c'est mal réglé, si c'est pas encore au point. Mais en tout cas, ce que l'on voit actuellement dans pas mal d'études, c'est que c'est un vrai outil d'aide à la décision. Par contre, en même temps, ce que ça crée aussi, c'est d'une certaine façon, dans le milieu professionnel, là je parle, c'est l'utilisation de l'IA, à la fois une façon de réduire le stress, parce que vous travaillez, en tout cas dans l'industrie dans le secteur des services, avec un assistant personnel à votre disposition tout le temps, ce qui réduit aussi le stress et l'angoisse au travail, mais on crée aussi parce que, d'une certaine façon, on commence à demander beaucoup plus de productivité de la part des travailleurs, en disant de toute façon, vous avez l'IA pour vous aider. Donc on n'a pas encore de résultats clairs sur ce que ça va donner, mais on voit qu'il y a deux canaux, un canal positif et un canal négatif qui peuvent jouer. Ça, c'est ce que je peux en dire du point de vue des études économiques pour l'instant. Pour ce qui était plutôt, je vais vous laisser répondre si vous avez les chiffres. Oui, alors... C'est toujours compliqué quand on parle au niveau européen. Il faut savoir si on parle de l'Europe géographique ou de l'Europe politique et de l'Union européenne. Là où on a des statistiques, c'est au niveau de l'Union européenne, parce qu'il y a un système de coordination des systèmes de sécurité sociale. Il y a un certain nombre de dispositifs qui permettent à un citoyen européen de se faire soigner dans un autre pays européen. Et après, il y a une forme de compensation, c'est-à-dire on a des chiffres. Alors, la bonne ou la mauvaise nouvelle, je ne sais pas, c'est que la France est débitrice. C'est-à-dire qu'il y a plus de Français qui vont se faire soigner à l'étranger et plus que d'étrangers qui viennent se faire soigner en France. Je parle au sein de l'Union européenne. Et vous êtes dans une région frontalière, c'est un sujet que vous connaissez. Donc voilà. Donc en gros, ça s'équilibre et c'est plutôt plus de Français qui vont se soigner à l'étranger que d'étrangers qui viennent se faire soigner en France. Mais c'est uniquement l'Union européenne, donc c'est pas tout. Enfin, on connaît la problématique de l'Angleterre aussi, qui ne sont plus dans l'Union européenne, où on a encore aussi des transferts de patients qui viennent se faire soigner chez nous. Alors sur IA, on a fait un rapport avec le comité d'éthique de la FHF sur IA et relations de soins et comment se positionne l'IA. Le problème, c'est que l'IA, c'est tout. Hein. Il y a de l'IA pour le management, il y a de l'IA pour l'interprétation d'images, il y a de l'IA générative, il y a de l'IA d'aide à la décision, enfin, etc. Donc, on n'a pas le temps, mais en tout cas, ça va bouleverser notre façon de travailler et ça va bouleverser les relations soignés-soignants. Parce que les soignés, ils ont fait ChatGPT avant de venir vous voir. Comme les étudiants en médecine, ils regardent, ils vous posent la question, mais ils vérifient. Donc ça change complètement leur relation. Si on fait le lien avec le coût des soins, puisque dans un des travaux de l'Académie de médecine, notamment sur l'IA et l'imagerie, la mutualité française, on a été auditionné, on a participé aux travaux. Nous, notre position est très claire. Ce n'est jamais à nous, en tant que financeurs, de choisir la modalité de traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chirurgien qui a plusieurs solutions chirurgicales, c'est au chirurgien de décider et le financeur paye. C'est la même chose pour l'IA. Il ne faut surtout pas qu'on arrive dans des dispositifs où les financeurs diraient on rembourse mieux ou moins bien parce que vous avez utilisé l'IA ou parce que vous n'avez pas utilisé l'IA. Alors évidemment, si
on a deux techniques différentes avec des coûts très différents, que le remboursement soit différent, c'est logique, mais surtout pas une orientation en disant vous devez faire plutôt ça que ça, qui est, évidemment serait très dangereux. C'est un peu technique, mais l'IA embarqué dans un certain nombre d'outils d'imagerie vous rend captif. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous vend la machine avec l'outil d'IA qui va avec. Et donc là, il y a un vrai sujet, comme les robots chirurgicaux, il y a un vrai sujet d'indépendance dans la gestion d'un parc de matériel qui embarque de l'IA. Voilà. Bon, ça nous mène un peu loin, mais... Bonsoir. Deux réflexions et puis une question. Première réflexion, merci au Forum européen de bioéthique et à vous-même de nous avoir communiqué des informations, donc de nous avoir instruits, donc de nous avoir rendus sans doute plus responsables. Et donc se rendre compte que, par exemple, c'est une bonne chose d'être français et d'être soigné en France. La deuxième chose, c'est que je m'aperçois c'est à mes frères et mes sœurs dont je m'adresse, il y a deux produits merveilleux comme ça qui sont fabriqués par l'homme et fournis par l'homme en France. En tout cas, c'est le sang et les dons d'organes. On a trouvé ça finalement avec des décisions d'État, j'imagine, en dehors d'un modèle économique. Pour revenir sur un modèle économique, et le prix de ces médicaments, on est sorti récemment, enfin, il y a quelques années, d'un Covid. On a vu que lorsque le Covid était là, il y a une recherche de médicaments qui a été faite, ou il y a une recherche de vaccins qui a été faite. Cette recherche, elle s'est faite d'une certaine manière, et ensuite, ça a donné lieu à de grandes négociations, dont on était au courant. On savait que les gouvernements, le gouvernement anglais avançait de telle manière, que le gouvernement américain de telle manière, que l'Europe allait se positionner, et on savait ce que Macron, avec son quoi qu'il en coûte, en pensait aussi. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce beau laboratoire qu'a été le Covid? Puisque là, on a des infos sur le coût des maladies. On a eu une pandémie. Comment ça s'est géré, cette histoire, en termes de coûts? Merci. Ce que le Covid a amené, en tout cas, je peux juste vous dire ça, c'est beaucoup plus de discussions entre les États européens, si je prends l'Europe et l'Union européenne, en termes de politique de santé. Ça, c'est vraiment peut-être le point positif. C'est qu'il y a beaucoup plus de transmission d'informations, de discussions et de volonté de faire une Europe de la santé. Ce qui est toujours compliqué, puisqu'après, sans rentrer dans les détails, c'est compliqué, même au sein de l'Union, chaque État reste finalement libre de faire ce qu'il veut en termes de politique de santé. La même chose en politique d'emploi et de protection sociale. Mais en tout cas, le Covid a amené beaucoup plus de discussions et donc de volonté de créer quelque chose en commun. Mais on en est encore loin. Non, mais c'est intéressant. Il y avait deux grands vaccins. Il y avait le vaccin AstraZeneca Oxford, qui était le vaccin UK. Et donc, évidemment, les Anglais défendaient ce vaccin-là. Puis, il y avait le vaccin Pfizer. Moi, j'ai discuté avec des gens qui étaient assez haut placés dans ces laboratoires. Ils ont mis vraiment le paquet pour effectivement développer les médicaments, parce que d'ailleurs, il y avait un retour sur investissement. Et on l'a bien vu. C'est plusieurs milliards de doses de vaccins ARN messagers Pfizer qui ont été utilisés. C'est pas des mécènes. On se souvient de « Nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'on sait bien que les situations de crise génèrent aussi des mouvements exceptionnels en matière de recherche, en matière de déploiement financier. Malheureusement, on ne peut pas souhaiter les crises ou les guerres pour les avancer, mais c'est vrai qu'il y a eu une période, en tout cas au moment du Covid, où on a vu un certain nombre de choses qui généralement ne sont pas forcément visibles de l'extérieur, et ça donne envie d'avoir davantage de transparence peut-être pour le citoyen, ce qu'on peut effectivement entendre. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Il me reste alors à remercier la table ronde. Vous avez parlé Vous avez réussi à parler de bioéthique et de mettre toujours l'être humain et le patient au milieu du discours, malgré, on va dire, un aspect un peu aride quand on parle d'économie, de coût de la santé, quelque chose qui fait un peu peur. Donc merci vraiment d'avoir relevé le défi, d'avoir su nous passionner, nous intéresser avec vos propos. Et merci beaucoup. Alors
on se retrouvera demain matin pour peut-être répondre à une question qui a un peu été déjà soulevée ce soir. À partir de 10h ici à l'Aubette, nous poserons la question des territoires sans médecins. Comment réconcilier géographie et santé ? Toujours en direct du site internet du Forum européen de bioéthique et dans la salle de l'Aubette. À demain.